Gouvernance, Ressources naturelles, agriculture et élevage, droits humains, cohésion sociale, corruption, sécurité, devoir de rédevabilité. Infiltrés partout, dans nos marchés, dans nos quartiers, dans nos champs, jusque dans nos assiettes, les déchets plastiques, jadis synonymes de progrès, sont aujourd'hui le visage d'une pollution rampante qui gangrène notre quotidien au Burkina Faso. Chaque jour, des centaines de plastiques s'invitent dans nos villes, nos villages, nos vies. À Ouagadougou seulement, près de 130 000 tonnes s'accumulent chaque année, bouchant les caniveaux, stérilisant les sols, étouffant les cultures. Et les conséquences sont graves. Près de 20% des maladies respiratoires seraient liées à la combustion sauvage de ces déchets. Sur le plan économique, c'est une saignée de 40 milliards de francs CFA par an. Mais l'indifférence est en train de reculer. Des femmes, des hommes, des associations, des collectivités territoriales relèvent la tête, retroussent les manches. Le SPONG, à travers le programme Faso Veille, agit aux côtés de l'État pour impulser des solutions locales concrètes, porteuses d'avenir. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission mensuelle Faso Veille, votre rendez-vous au cœur des enjeux de notre société. Témoignages, reportages, décryptage, tout ce qu'il faut pour comprendre les enjeux, découvrir les solutions et surtout agir. Et comme il est de coutume, Astrid Nikiema est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Astrid. Bonsoir Razak, mesdames, messieurs. Lutter contre ou périr, plus qu'une nécessité, c'est une question de survie. Mesdames, messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous de redevabilité et de veille citoyenne Faso Veille. Sur ce plateau, nous avons Abou Traoré. Il est le directeur de la prévention des pollutions et des risques environnementaux au ministère de l'Environnement. Philippe Zoundi, il est promoteur de solutions alternatives aux emballages et sachets en plastique. Et Amadou Zungrana, le représentant du SPONG, entendez par là le secrétariat permanent des ONG. Bonsoir à tous. Nous n'oublions pas notre public de ce soir, essentiellement composé des membres du SPONG et de la Fondation Hirondelle. Bonsoir à tous et bienvenue. Une fois de plus, bienvenue à tous et Astrid. Le principe n'a pas changé. Comme l'âme même de cette émission le souhaite, on va dire, nous avons encore tendu, en tout cas, le micro aux populations, aux Burkinabés lambda, qui se sont prononcés à travers un sondage. Effectivement, Razak, c'est plus de 4500 personnes qui ont bien voulu se prêter à cet exercice de l'émission Faso Veille, publié le 11 juin 2025 sur le 321. Et selon ce sondage rapide, plus de la moitié, c'est-à-dire 56,8% des personnes qui ont souhaité participer au sondage ont une idée du contenu de la loi 045 portant sur les emballages et sachets en plastique au Burkina Faso, contre 22,8% des répondants qui n'ont pas d'informations sur cette loi. À la même question, il faut noter que 20,4% des participants n'ont pas souhaité donner leur avis. Pour l'évaluation de l'impact de l'utilisation des sachets plastiques pour l'environnement et pour la santé au Burkina Faso, près de la moitié, c'est-à-dire 46,6%, est consciente que l'utilisation des sachets plastiques est mauvaise pour l'environnement et pour la santé. 29,4% pensent qu'elle est bonne pour l'environnement et pour la santé et 12,6% estiment qu'elle n'a aucun impact pour l'environnement et pour la santé. 11,4% des participants n'ont pas voulu se prononcer sur la question Razaka. Merci Astrid Nikiema. Abou Traoré, tout de suite, vous du ministère de l'Environnement, que vous inspirent ces chiffres? Avant de répondre à votre question, je voudrais dans un premier temps remercier notre partenaire, le SPONG, pour avoir initié cette émission. Je voudrais également remercier la télévision BF1 qui nous permet de donner plus d'informations au public
sur les questions d'environnement et notamment sur le plastique. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, je pense que ça corrobore un peu ce que nous faisons sur le terrain. Voilà. En regardant vos données, 56% des acteurs connaissent déjà la loi, donc ils connaissent le contenu. Donc ça, c'est déjà fort appréciable et c'est dû au fait que dès que la loi a été adoptée, le 30 décembre 2024, la Direction générale de la préservation de l'environnement n'est pas restée les bras croisés. Donc il y a eu beaucoup de sessions de sensibilisation qui ont eu lieu, beaucoup de concertations. Et je peux vous donner déjà des chiffres. Nous avons pu toucher environ 900 personnes qui sont dans le domaine des utilisateurs, des consommateurs, ou du moins des distributeurs des emballages et sachets en plastique. C'est essentiellement les boulangeries, les supermarchés, les alimentations, les boutiques, les stations-service, etc., etc. Donc, on les a sensibilisés sur le contenu de la loi, ce qui est interdit, ce qui ne l'est pas, et surtout sur la question des alternatives. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que la loi va prendre effet, je suis sûr que ces alimentations qui ont déjà l'information feront l'effort, en tout cas, de partager les alternatives. Mais en même temps, de par le passé, ces mêmes acteurs ont été sensibilisés, ont été informés, mais des années après l'adoption de l'ancienne loi, on va y revenir, parce qu'il y a une nouvelle loi, vous l'avez dit, qui a été adoptée en décembre. Tout à fait. Les mêmes principes ont toujours été respectés, mais le résultat est toujours mitigé sur le terrain. Ce qui me permet de vous poser cette question. Aujourd'hui, quelle est l'ampleur de la pollution au Burkina Faso, la pollution due en tout cas aux sachets en plastique? La pollution due aux sachets plastiques, elle est vraiment d'une très grande envergure. C'est comme vous l'avez tantôt annoncé, le plastique pullule partout, dans les différentes rues, dans le cadre de vie. On a les sachets plastiques partout. Et donc, je pense que ça, c'est dû essentiellement au fait que dans l'ancienne loi, on avait tantôt parlé de la notion de biodégradabilité. Et cette biodégradabilité allait jusqu'à 5 ans. Donc, vous imaginez quelqu'un qui utilise un sachet plastique aujourd'hui, il faut attendre 5 ans pour que ça se dégrade. Il ne va pas s'arrêter d'utiliser d'autres sachets. Donc, bien entendu, voilà, il y aura du plastique dans la nature. Voilà. Donc, ce long temps de dégradation du plastique fait que voilà, la loi 017 n'a pas véritablement prospéré. Et même la question du contrôle. Quand vous regardez, pour contrôler, il fallait utiliser des équipements très chers. Et chaque année, il fallait étalonner ces équipements-là. Donc, avec la modestie des moyens, donc ça fait que voilà, le contrôle n'a pas véritablement été au top. Merci, M. Traoré. M. Zungrana du SPONG. Aujourd'hui, comment vous analysez l'ampleur du phénomène au Burkina Faso? Merci beaucoup, M. Traoré. Alors, comme le représentant du ministère l'a dit, la pollution plastique au Burkina est énorme. C'est pour ça, d'ailleurs, au niveau du SPONG et des ONG de manière générale, on a interpellé le gouvernement pour que des mesures fortes soient prises pour pouvoir vraiment limiter le phénomène. Donc, quand on regarde vos chiffres, c'est interpellateur. 29%, le chiffre pour moi c'est le 29,4% qui pensent que le plastique est bon pour l'environnement. C'est grave. Je pense qu'il y a du boulot à faire encore sur le terrain. Et donc les ONG, le SPONG accompagnent le gouvernement pour vraiment arriver à lutter contre cette pollution plastique qui fait beaucoup de dégâts, comme vous l'avez dit en introduction, que ce soit sur la santé de l'homme, la santé animale et un peu partout. Hein. Donc on voit beaucoup plus les plastiques un peu partout. Voilà. Monsieur le promoteur de solutions, Astrid, vous allez me rappeler son nom rapidement, alternative, voilà. Vous, quel est le regard que vous portez sur ces questions?
vous qui êtes assez impliqué, en tout cas sur le terrain, pour apporter des solutions durables face à ce phénomène qui gangrène notre quotidien, qui menace la survie de l'humanité, qui menace notre santé publique. Ok. On a proposé des solutions alternatives au plastique à usage unique. Déjà, je vais rappeler le fait que la dangerosité se trouve dans le fait que le plastique ne se transforme pas. Alors qu'il y a une citation d'un célèbre auteur qui dit que rien ne se perd, rien ne s'écrée, tout se transforme. Mais le plastique, il reste figé dans son état. Quand on prend un bidon d'eau, par exemple, ou un sachet plastique quelconque, il ne se transforme pas. Et ça fait que ça reste figé en fait dans le temps, il ne se dégrade pas, il ne s'intègre pas à la nature. Et du coup, on a proposé des solutions pour venir pallier à ces plastiques-là qui, dirais-je, gangrènent, comme vous l'avez dit, notre société actuellement. À perte de vue, il y a des plastiques un peu partout, même si on tente quand même avec des associations et des ONG comme le SPONG de réduire en fait cet impact-là sur notre environnement. Ouais. Merci. Alors, Monsieur Traoré, je me tourne vers vous. C'est vrai, Razak l'avait mentionné au tout début de cette émission. La loi 017 a été votée en 2014. Ça fait 10 ans maintenant qu'elle est appliquée, mais malheureusement, les résultats sont un peu mitigés. C'est une loi portant interdiction des sachets en plastique non biodégradables. Bon, quel bilan faites-vous 10 années après? 10 années après, nous faisons le bilan que dès l'adoption de la loi, il y a eu des tests d'application qui ont été pris. Nous avons également mené des contrôles avec des équipements. On a même donné des équipements au niveau des frontières, au niveau des postes frontaliers. Mais comme je l'ai tantôt relevé, ces équipements, il faut les étalonner chaque année. Donc ça demande des coûts et très souvent on n'arrive pas à honorer cela. Donc la loi a été adoptée, les tests d'application ont été élaborés, il y a des autorisations qui ont été données aux acteurs, notamment les certificats d'homologation. Ça veut dire que si vous voulez faire entrer du plastique biodégradable au niveau national, vous venez déposer un dossier à la DGPE et on vous délivre un certificat d'homologation. Avant l'adoption de la nouvelle loi, on a environ 376 certificats d'homologation qui ont été délivrés. Voilà, donc des acteurs ont bénéficié de ces certificats pour faire entrer des emballages et sachets biodégradables au niveau du territoire. Donc, pour ce qui est des certificats d'exemption, bien entendu, la loi, c'est vrai que c'est une loi d'interdiction qui était votée, mais il y a quand même des restrictions qui avaient été acceptées. C'est le cas, donc il y a des certificats d'exemption qui avaient été délivrés. Et bon, si on fait le point aujourd'hui, on se retrouve avec 185 certificats d'exemption qui ont été délivrés. Donc, les exemptions, c'est pour permettre aux gens de pouvoir vaquer naturellement à leurs occupations. Je prends des exemples, hein, c'est les emballages en PET, voilà, les bouteilles en PET. Voilà, quand ça arrive, voilà, il faut souffler. Voilà. Donc ça, c'est des emballages. Au regard des dispositions de la loi, c'était des exemptions qu'il fallait leur donner. Voilà, donc beaucoup d'acteurs ont bénéficié de ces exemptions et ils ont fait rentrer des emballages sur le territoire national. Donc, mais le constat qu'on fait, on a toujours du plastique dans la nature, dans nos rues. Et donc, dans nos marchés. Et donc, on s'est rendu compte que la loi 017 n'avait pas résolu le problème et qu'il fallait avancer. D'où la relecture de la loi 017. Et pour cette relecture, le processus a été long. Il a commencé en 2018 avec l'élaboration d'un nouveau texte avec ces textes d'application. Donc en 2018-2019, on a introduit en Conseil des ministres. 2019,
Oui, toujours, comment on appelle ça, à l'ALT, l'Assemblée nationale. Donc, arrivé au niveau de l'Assemblée nationale, ils nous ont demandé de poursuivre les concertations. Et ça, on a eu beaucoup de sessions de concertation avec les acteurs. Et après ça, on a réintroduit le dossier en 2022. Donc, même scénario, on est passé en conseil du ministre à l'ALT. Et à l'ALT, on nous a demandé de toujours poursuivre les concertations. Maintenant, avec beaucoup plus une spécificité qui est qu'il faut autoriser les eaux préemballées. Voilà, les emballages qui sont utilisés pour préemballer l'eau. Pour la simple raison qu'il fallait prendre en compte la situation des PDI et globalement de l'hygiène de l'eau en milieu rural. Voilà, donc on a estimé que c'était pertinent. Donc on a mené des concertations et on a pris en compte les différentes orientations dans la nouvelle loi. Et donc elle a été concluante parce que, voilà. Mais tout ça, c'est de la première au deuxième passage en 2022, c'est lié aussi à l'acteur politique. Voilà, parce que pour les questions d'environnement, on a constaté que c'est beaucoup plus pendant les périodes de transition que les questions d'environnement, en tout cas, sont portées à leur juste valeur. Et ça, nous l'apprécions, parce que même en 2014, c'est 2014 qui a permis qu'on puisse avoir beaucoup de textes en matière d'environnement qui sont passés. Vous voyez que la transition aussi actuelle a permis le passage de cette loi. Donc il y a que la vision liée à l'atteinte des objectifs, à l'atteinte des résultats réels sur le terrain, voilà. Vous avez tantôt parlé d'exemption. Avec cette nouvelle loi, qu'est-ce qui est autorisé? Avec cette nouvelle loi, merci, pour cette nouvelle loi, ce qui est autorisé, d'abord on va parler de ce qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est les emballages, ou du moins les sachets qui ont une dimension inférieure à 44 sur 78 cm et un micronage, donc l'épaisseur, inférieure à 70 microns. Pour ce qui est autorisé dans la même dynamique, ça va être les sachets en plastique de dimension supérieure à 44 sur 78, supérieur donc à 78 cm, et un micronage supérieur à 70 microns. Voilà, c'est ce qui va être autorisé. Maintenant, au titre des interdictions aussi, on a les emballages à usage unique. Ça, c'est interdit. Et usage unique ou jetable. Et les sachets dont les dimensions sont inférieures à 44 et 78 cm et 70 microns. Voilà. Donc, au titre des autorisations aussi, on a les géomembranes, les bâches, tout ça c'est autorisé. Voilà. Et le plastique, globalement, le plastique dur. Le plastique dur également est autorisé. Alors, pour être beaucoup plus concret, de 2014 à 2024, on l'a tous reconnu ici, le constat est très mitigé sur le terrain. Tout à fait. Concrètement, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous dit que la nouvelle loi permettra véritablement de faire bouger les lignes en la matière? La nouvelle loi est stricte sur les interdictions. Peut-être qu'on va expliquer davantage. Allez-y. Les sachets, c'est vrai que j'ai donné les dimensions, mais en français facile ou pour le commun du mortel, c'est les sachets de 5 francs, les sachets de 25 francs, les sachets de 50 francs qui sont interdits. Voilà. 5 francs, 25 francs, 50 francs, c'est interdit. C'est la gamme. Les plus populaires, on va dire, les plus disponibles, les plus utilisés. Donc, les plus utilisés. C'est ça. Donc, c'est pour éviter que véritablement on ait du plastique sur nos rues, dans nos champs, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ça c'est vraiment un pas de géant parce que
l'ancienne loi n'avait pas des éléments précis comme ça. Il s'était appuyé sur la biodégradabilité. Alors que la biodégradabilité, même pour l'apprécier, les techniciens même ont, voilà, que ce soit les techniciens ou que ce soit la population, les gens avaient du mal à pouvoir distinguer le bio du non-bio. Voilà. Donc ça, c'est pour la nouvelle loi, c'est vraiment une très grande avancée qu'on cible une catégorie de plastique et qu'on les élimine sur le territoire. Alors pour certains, c'est une loi d'interdiction de sachets en plastique. Pour certains, c'est une loi de régulation. Oui. À quel niveau vous vous situez? Non, c'est plutôt une loi de régulation. Elle n'est pas, elle n'interdit pas tout. Donc, elle interdit une catégorie et elle autorise une autre catégorie. C'est une loi de régulation. Donc, elle régule le plastique sur le territoire, c'est tout. Merci. Ouais. Monsieur Zungrana, est-ce que vous pensez que cette nouvelle loi saura déjouer les échecs et les pièges de l'ancienne loi? Alors, merci. Il faut dire qu'au niveau des ONG, notamment le SPON, il faut reconnaître que le SPON, c'est une fêtière d'ONG, d'associations de développement, aussi de fondations. 290 membres à l'heure actuelle. Nous avons aussi fait des constats. Le constat que l'ancienne loi ne pouvait pas permettre à notre pays d'éradiquer la pollution plastique. Mais les constats que nous avons faits, c'est que, effectivement, il a parlé de la biodégradabilité des sachets. Effectivement, cette notion ne permet pas de pouvoir lutter contre la pollution plastique. Il y a aussi le constat que nous avons fait en matière d'application des textes de la loi 017 déjà. Cette application était faible. Et même la nouvelle loi, si ça doit continuer comme ça, on aura des problèmes. Donc, des recommandations au niveau des ONG, au niveau du SPON, nous avons fait des notes de plaidoyer qui ont été transmis au ministère, au gouvernement. Nous avons fait des plaidoyers avec l'Assemblée législative de transition pour que cette nouvelle loi voie le jour, mais aussi que cette loi soit véritablement appliquée sur le terrain. Donc, cette nouvelle loi, nous avons bon espoir que, si elle est bien appliquée sur le terrain, peut permettre réellement à notre pays de lutter contre la pollution plastique qui vraiment fait des dégâts dans notre pays. Donc, il a parlé des interdictions, des autorisations. Il faut dire que le SPON a participé à l'élaboration de la loi et même de ces textes d'application avec le soutien de Face aux Veilles. Donc, effectivement, la première monture de la loi, c'était interdiction des sachets, mais arrivé au plus haut niveau, on a revu, le gouvernement a revu que c'était difficile d'interdire totalement les sachets au Burkina. Donc, c'est vraiment effectivement une loi de régulation où il y a une catégorie de plastique et d'emballage en plastique qui vont être autorisés. Notamment, la loi reconnaît que tous les emballages et sachets en plastique qui vont être utilisés pour la santé, pour la recherche scientifique et la recherche expérimentale, les emballages et les sachets plastiques qui vont être utilisés pour la question de sécurité, de sûreté nationale, ça va être autorisé. Voilà. Ce qui est interdit, c'est ce qu'il a dit, c'est vraiment ce qu'on utilise puis on jette rapidement, ça c'est interdit. Donc normalement, à partir du 9 juillet, normalement, nous, on a espoir qu'on ne devrait pas avoir des sachets de 10 francs, 5 francs, 25 francs, parce que c'est ça réellement qui pollue notre environnement. Donc, il faudrait que réellement la loi, avec les textes qui viennent d'être validés il y a juste avant-hier, on a bon espoir que ça va être adopté. Du 1er au 3 juillet. Voilà, du 1er au 3 juillet, tout à fait, avec toujours le soutien donc, du SPON, parce que le SPON accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre de ses politiques publiques, surtout en matière d'environnement. On a bon espoir que si elle est appliquée, ça pourra aider donc à résoudre le problème du plastique. Est-ce que tout est fin prêt justement pour la mise en œuvre de cette loi? Là, je repars chez Abou Traoré. Oui, tout est fin prêt. La loi, c'est bon. Elle prend effet le 9 juillet. Maintenant, c'est la question des tests d'application. Les tests d'application, comme le SPON l'a relevé, ils ont été validés en session nationale
le 1er au 3 juillet 2025. Donc, les tests ont été validés. Donc, nous allons prendre en compte les amendements des acteurs et puis maintenant mettre le dossier dans le circuit pour adoption. Mais il y a aussi que des voix se sont élevées cette semaine même qui semblent dénoncer une sorte de non-inclusion de tous les acteurs pour la mise en œuvre de cette loi. Qu'en est-il exactement? Juste vous rappeler que, en fait, ça nous a beaucoup surpris. Il ne se passe une semaine tant que les acteurs ne viennent pas à la DGPE. Dès qu'ils arrivent, on arrête tout et on les reçoit. Donc, dire qu'aujourd'hui que leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte, ça, nous ne sommes pas partants pour ça. Donc, ils ont été largement consultés, ils ont largement participé aux travaux, que ce soit l'élaboration des textes de la loi ou des textes d'application, ils ont été largement concertés. Voilà. Donc, je vous ai tantôt donné le processus de révision de la loi. Et à chaque fois, nous avons été renvoyés pour aller mener plus de concertation. Et nous l'avons toujours fait. On réunit les acteurs, aussi bien à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso qu'à Koudougou. On a toujours consulté et on réunit les acteurs, on partage l'information et on demande à ce qu'ils contribuent. Ça ne dépasse pas ça. Monsieur Zoungrana, vous avez participé à l'atelier national de validation des textes. Quelle a été la contribution du SPONG? Alors, le SPONG a contribué à plusieurs niveaux. Déjà, nous avons participé aux ateliers de Koudougou pour élaborer même les projets de textes. Nous avons contribué techniquement et même financièrement avec Fasoveil. Il faut dire qu'au passage, nous remercions le laboratoire citoyenneté, qui est notre partenaire, qui a permis en tout cas au texte d'application de voir le jour avec le gouvernement. Donc, il faut dire que nous avons des experts qui ont participé à l'élaboration de ces projets de texte et même à l'atelier de validation. Nous avons également contribué, comme je le disais, soutenir le gouvernement pour que ça voie le jour. Alors, il faut dire que le SPONG a veillé à ce que le processus soit inclusif. Et comme nous avons participé, nous attestons que tous les secteurs ont été représentés. Les acteurs du plastique étaient à Koudougou avec nous, ils ont participé. Je parle bien ici des textes d'application de la loi, puisque la loi a été votée l'année passée, le 30 décembre, et promulguée le 31 par le président du FASO. Et même le processus d'adoption de la loi, les acteurs ont été impliqués. Donc, il faut dire que ce soit les associations, les ONG ont été représentés, le secteur privé avec les producteurs d'emballage et les châssis plastiques ont été représentés, les promoteurs d'alternatives ont été représentés à ce processus-là. Donc, et les gens ont contribué vraiment à ce qu'on ait des textes aujourd'hui que nous qualifions de textes vraiment un peu consensuels. C'est des textes vraiment, normalement, qui ne devraient pas souffrir de problèmes dans sa mise en œuvre. Voilà, maintenant, il faudrait de la volonté pour que cette loi soit vraiment appliquée pour le bonheur de tous. D'accord. Voilà. Puisque la loi interdit dorénavant les sachets plastiques non biodégradables au Burkina Faso, parlons en solutions alternatives. Monsieur Zoundi, pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans la production des emballages alternatifs ici au Burkina? D'accord, merci. On a décidé de nous lancer dans la production et la distribution des emballages biodégradables pour accompagner déjà les politiques environnementales qui ont été mises en œuvre pour éradiquer ou interdire les plastiques à usage unique. C'est en même temps apporter aussi notre pierre à l'application de ces lois-là. Parce que je ne pense pas que quelqu'un le fera à notre place. Et c'est en même temps aussi lutter surtout pour la réduction des coûts de ces emballages-là. Parce que c'est pas facile, je le dis, parce que la difficulté également que j'ai constatée au niveau de l'application de ces lois, c'est que les alternatives que nous proposons coûtent un peu cher. Et actuellement, nous travaillons à proposer des solutions alternatives qui coûtent
vraiment pas cher, qui peut être adopté par n'importe qui sur le marché, n'importe quel consommateur qui peut s'en procurer. Voilà. Quel type d'emballage vous produisez actuellement? Actuellement, on produit du polypropylène. C'est des emballages en polypropylène et aussi des emballages en papier carton. Voilà. Par exemple, ce type d'emballage que nous avons, c'est le sac en polypropylène, voilà, un peu sous forme des sachets que nous avons communément sur le marché, qui sont des sacs en polypropylène, voilà, qui sont biodégradables, assez légers. Voilà. Parce que le plastique simple avait montré ses limites et les limites aussi de la durabilité, la résistance, voilà, exactement. Absolument. La résistance. Voilà, parce que la loi 017 qui avait été adoptée avait fait en sorte que les plastiques qui venaient étaient désormais très légers. Et certains consommateurs se plaignaient. Il fallait doubler. En fait, ça a presque produit l'effet qu'on ne voulait pas. Les gens doublaient de plus en plus les sachets et ça a envoyé une surconsommation. Et du coup, nous proposons des alternatives qui sont à la fois respectueuses de l'environnement et qui sont à la fois résistantes. Voilà. Donc c'est un peu notre combat aussi de participer à la mise en œuvre effective de ces lois que le ministère tente à implanter. Alors, vos solutions sont respectueuses de l'environnement. Oui. Les sachets que vous avez présentés, vous pouvez encore soulever pour que le public puisse très bien voir. Voilà. C'est assez beau, mais est-ce qu'il est accessible en termes de coût? Parce que c'est là l'enjeu. C'est là l'enjeu, oui. En termes de coût, cela dépend vraiment des types d'emballage et de la taille et de la matière surtout. Par exemple, les emballages en polypropylène ne coûtent pas vraiment trop cher. En fonction des différentes tailles, il y a plusieurs coûts. Par exemple, ces emballages équivalent approximativement au même prix que les emballages, les sachets plastiques de 5 francs, 10 francs et tout. Voilà. Et aussi... Alors, un sachet qu'on veut interdire, ça c'est le sachet de 5 francs ou 10 francs, M. Traoré. Oui, 10 francs. 10 francs. Ça, c'est 10 francs. Avec ce que vous proposez, est-ce qu'il coûte encore 10 francs? Il coûte légèrement au-dessus de 10 francs. Autour de 15 francs. Autour de 15 francs. 17 une francs. Légère augmentation. Voilà, une légère de 50% quand même. C'est ça. Non, juste 7 francs. Bon, ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est presque plus de 50%. Oui, 50%. Pour ceux qui voudraient peut-être en consommer en grande quantité, la marge peut être importante. C'est ça. Là, je me retourne vers Abou Traoré. Est-ce que ça ne sera pas l'autre frein? C'est bien de réguler, c'est bien d'interdire à la limite ces sachets. Est-ce que les solutions proposées pourront être à la hauteur des défis? C'est peut-être l'un de nos défis, de travailler à disponibiliser les alternatives. Et du coup, nous sommes en train de travailler avec nos partenaires là-dessus, et notamment le Fonds d'intervention pour l'environnement, qui a d'ailleurs lancé plusieurs appels à projets. Et je pense que ça peut être une très bonne solution. Voilà. Mais il faut que le privé prenne le pas. Voilà, parce que ce n'est pas le ministère qui va aller mettre en place une usine pour commencer à produire des alternatives. Non, ça ne passe pas comme ça. Donc, il faut que le privé s'intéresse à la question, participe au projet du FIE. Dès qu'ils ont les financements, il faut mettre des unités en place pour la production des alternatives. Donc, en tout cas, nous, on fait le plaidoyer, on fait le pas, on fait la sensibilisation, on facilite les choses pour que le privé puisse prendre le pas. Et donc, je l'ai tantôt relevé entre-temps que nous avons fait beaucoup de sensibilisation. C'est la question qui est revenue au niveau des boulangeries, des alimentations. Est-ce que les alternatives sont disponibles et le contact, le numéro, voilà, pour pouvoir appeler ces gens et disponibiliser les alternatives. Oui, c'est vrai, il y a la question du coût, c'est normal, mais il faut qu'on s'inscrive dans une dynamique d'évolution. Si on reste dans le plastique, c'est comme les uns et les autres l'ont relevé, les effets du plastique sont énormes. C'est énorme, les gens ne peuvent pas imaginer. Quand ça obstrue les caniveaux, vous avez les inondations, et qui ne connaît pas les effets des inondations? Voilà. Donc ça crée des sinistres partout, il faut les reloger, il faut les nourrir, Non. Donc ça, c'est un des effets du plastique. Et quand l'eau, puisque le plastique n'est pas perméable, donc l'eau s'accumule, ça crée les conditions favorables pour le développement des vectoriels responsables de la transmission de certaines maladies.
notamment le paludisme, la dengue, qui ne connaît pas la dengue au Burkina, et les ravages qu'elle a causés. Et donc, il faut véritablement qu'on s'inscrive dans cette dynamique progressiste. Sinon, on ne va pas avancer. Et les effets du plastique, il y en a tellement. Sur l'agriculture, sur les animaux, voilà. Si vous mettez des aliments, parce que les gens mettent les aliments dans le plastique, et les animaux aiment ça, donc ils ingèrent du plastique, ça obstrue les voies digestives, et finalement l'animal meurt. Et les pertes liées, voilà, au bétail, c'est énorme. Sans oublier la qualité de l'air. La qualité de l'air, ça c'est le brûlage. Et ça c'est extrêmement dangereux. Je pense que la loi l'a interdit. C'est une très bonne chose de notre point de vue. Parce que quand le plastique brûle comme ça, il y a beaucoup de matières qui sont émises dans la fumée que vous voyez. C'est vrai qu'il y a les matières particulières qui sont émises. Il y a aussi des substances dangereuses. Les dioxines et les furanes, qui sont des polluants organiques persistants et qui ne se dégradent pas, qui ne connaissent pas de frontières, qui sont hautement toxiques, cancérigènes, qui se bioaccumulent. Et c'est extrêmement dangereux. Et malheureusement, beaucoup pensent que ça n'a pas d'impact sur la santé. Bon, peut-être qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'échanger avec ces personnes-là. C'est aussi ça. Sinon, même quand le plastique brûle, il y a des coffres qui sont émis, les composés organiques volatiles, qui sont également cancérigènes. Et 90%, j'ai pris l'exemple sur les dioxines et les furanes, et la recherche a démontré que 90% des dioxines et des furanes que nous absorbons sont du fait de notre alimentation. Voilà. Ça veut dire que c'est des molécules qui sont dans l'atmosphère qui ne se dégradent pas, ça se dépose sur les cultures, ça se dépose dans nos nourritures et on les ingère. Merci, voilà. M. Traoré. Donc, réaction vraiment rapidement, Zoundi, avant qu'on ne passe au VTR. Ok, je voulais réagir par rapport au coût des emballages. Déjà, il faut noter, certes, je disais que les coûts sont un peu élevés, mais il faudra en fait sensibiliser également les acteurs, les distributeurs, et pour qu'ils comprennent, surtout par exemple les boutiques, pour qu'ils comprennent, sur une économie d'échelle, ils gagnent beaucoup plus à utiliser les emballages biodégradables que les sachets à usage unique. Un boutiquier, par exemple, peut utiliser plus de 3 à 4 paquets de sachets plastiques par jour. Alors que si des gens avaient des sachets, des emballages biodégradables réutilisables déjà, eux, ça les fait économiser beaucoup d'argent déjà qu'ils peuvent utiliser pour leurs bénéfices. Parce que les gens, ils ne sentent pas vraiment qu'ils dépensent parce que ça ne coûte pas cher. Quand on achète un produit, on donne le sachet gratuitement, automatiquement. Mais en vrai, sur un bon nombre d'années, quand on calcule les dépenses que les boutiquiers mettent dans l'utilisation de ces sachets-là, c'est énorme en fait. Alors que si chacun venait avec son sachet, qu'il utilisait à plusieurs reprises, ça allait les éviter des dépenses et en même temps des gains pour eux en plus. Et eux-mêmes pourraient être des relais pour la distribution de ces emballages biodégradables. Voilà. Razak, mesdames, messieurs, si vous nous le permettez, nous avons recueilli l'appréciation de la population sur la question. Je vous invite donc à suivre. D'abord, en tout cas, la question du péril plastique, nous intégrons cela dans la sensibilisation et il y a beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont aujourd'hui accompagnées. D'abord, les associations, il y a des associations qui se battent pour vraiment sensibiliser et mener des activités de collecte, de transformation, de recyclage. Il y a aussi d'autres initiatives qui sont dans plusieurs villes où on essaie vraiment de collecter et de sensibiliser pour que la population même essaie de se détacher du sachet. Nous, on essaie de sachet, on transforme les sachets en pavés, bordure des jardins, pots de fleurs, tabourets, tables, des bancs, des chaises. Actuellement, on est en train de faire des rembourrés avec les sachets plastiques, même des tuiles. Ça permet de lutter contre la pollution de l'environnement. Et puis, bon, ça aide les vieilles personnes. Et ils ramassent, ils viennent nous en assiette et puis eux aussi ils gagnent leur pain. Chaque mois, on essaie de faire journée de salubrité. Actuellement, vraiment, on ne peut pas, mais ça a diminué. On utilise pour faire les tissages, les pains. C'est la moitié sachet, moitié du coton de sauce, de Faso-Fani. Le péril plastique, c'est l'ensemble des conséquences liées à la production, à l'exportation ou l'importation, à la
consommation, à la commercialisation, à la distribution, n'est-ce pas, des objets qui contiennent des sachets plastiques. Et ces conséquences-là sont vraiment nombreuses, notamment sur l'homme et surtout sur son environnement. Si on ne peut pas s'en défaire, ceux qui sont déjà produits, on doit pouvoir les collecter. Maintenant, ceux qui sont réutilisables, on peut les réutiliser parce qu'ils sont déjà dans notre espace. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas être réutilisés, on doit pouvoir les éliminer, soit en les amenant dans des centres de tri de traitement des ordures, ou soit en les enfouissant dans la terre, mais dans des zones isolées. Le péril plastique au Burkina, c'est une réalité, une triste réalité, d'autant plus qu'on vit le péril au quotidien et la responsabilité est partagée. Il y a l'État, il y a les citoyens, et il faut se dire que c'est l'ensemble de la couche sociale. À mon niveau, ce que je vois, c'est d'introduire même cette notion-là depuis la base. Quand je parle de la base, c'est l'école primaire. Voilà. C'est depuis là-bas qu'il faut introduire cette notion de la préservation de l'environnement et la lutte contre le péril plastique. En tant qu'acteur de la société civile, on accomplira notre rôle qui est le rôle de la veille, qui est le rôle de l'interpellation, qui est le rôle de sensibilisation des populations. Donc, nous interpellons les autorités, en tout cas sur cette menace. Nous sommes dans une nouvelle dynamique qui est d'être des gens assez rigoureux avec nous-mêmes. Et ça y va également sur le plan environnemental. Donc notre appel, c'est que tout le monde se dise qu'il faut un Burkina propre. Et le Burkina propre commence par soi-même. Retour sur ce plateau et là, je me dirige encore vers Abou Traoré du ministère de l'Environnement. Monsieur Traoré, l'article 2 de la loi 04-45 stipule que ces dispositions s'appliquent à l'abandon, au dépôt, déversement, brûlage des emballages et sachets en plastique, à leur enfouissement dans les lieux autres que ceux prévus par le règlement. Alors, quelles politiques ou réformes sont en cours pour s'assurer une bonne suivi de toutes ces mesures quand on sait qu'au Burkina Faso, nos caniveaux et autres lieux publics sont des dépotoirs à ciel ouvert? Merci pour cette question. Du point de vue institutionnel, déjà le département a pris des dispositions pour tout ce qui est effet sur l'environnement, les activités qui peuvent avoir des effets sur l'environnement. Donc nous avons créé en 2023 le service de coordination de la police de l'environnement. Donc il va être vraiment sollicité pour cette question de plastique, notamment voilà, cette loi qui prend effet à partir du 9 juillet. Donc je pense que ce service va jouer un rôle très important. Il est au niveau central, mais il est également au niveau déconcentré, au niveau des directions régionales. Donc, en multipliant les contrôles, je pense qu'on va avancer sur la question. Maintenant, on n'oublie pas que le département a bien entendu une politique en la matière, la politique environnement, eau et assainissement, qui est décliné en un programme budgétaire, le programme 081, assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie. L'objet stratégique de ce programme-là, c'est vraiment promouvoir un environnement sain aux populations. Voilà. Maintenant, comment on passe, c'est la véritable question. Il faut que les moyens accompagnent la mise en œuvre du programme. Et donc, à la suite, le programme, on a une stratégie, la stratégie nationale de gestion des déchets plastiques, et les acteurs dans l'élément qui est passé, c'est vrai que les gens n'ont pas abordé la question de la stratégie, mais les éléments qui ont été abordés en font un peu cas. C'est la question de la valorisation du plastique. Voilà, donc ça c'est un maillon qui est très important. Et ça va éviter qu'on ait le plastique dans la nature et cela couplé aux mauvaises pratiques, on va éviter les effets. Donc, là, c'est de travailler à promouvoir les unités de valorisation du plastique. Maintenant, dans ce processus de valorisation, il faut tenir compte, il faut respecter la nouvelle loi. Puisqu'on a dit, vous ne pouvez plus valoriser en fabriquant des sachets de 5 francs, 10 francs, jusqu'à
50 francs. Donc, vous devez faire en sorte que ce qui va sortir soit ait les dimensions 44 sur 78 cm et un micronaute de 70 microns. Voilà, puisque c'est ça qui est autorisé par la loi. Voilà. Moi, donc, je reviens sur le plan sanitaire. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut établir un lien entre certaines maladies et l'exposition prolongée aux déchets plastiques et à leur brûlage à l'air libre? Oui, de manière scientifique, ça c'est toujours difficile à prouver, mais il y a des études qui ont quand même tenté. Si vous prenez le document de ECC 2015, et ils l'ont tantôt relevé, hein, et ils ont évalué les dioxines et les furanes. Et ils ont démontré que les 90% de ces dioxines et furanes-là que nous absorbons étaient du fait de notre alimentation. Et les études ont démontré que ces substances dans l'organisme, étant donné que ça ne se dégrade pas, ça s'accumule, et à un moment donné, ça crée des soucis à l'organisme par des tumeurs, les cancers et autres. D'accord, merci Voilà. bien. Monsieur Amadou Zongrana, vous êtes de SPONG. Pensez-vous que les populations sont suffisamment sensibilisées sur les dangers publics liés au plastique? Oui, merci. Alors, les populations, les efforts ont été faits pour sensibiliser les populations. D'ailleurs, félicitons le gouvernement pour les campagnes de sensibilisation qui ont eu lieu, notamment depuis 2014, avec la loi 017 déjà. Il faut dire que les ONG aussi accompagnent dans la sensibilisation, mais beaucoup d'efforts restent à faire. Le 29,4% qui pensent que les déchets ne polluent pas l'environnement, ça montre qu'il faut redoubler d'efforts. Donc je crois qu'au niveau des ONG, des associations, cette sensibilisation va continuer. Et comme quelqu'un l'a relevé dans le reportage, il faudrait qu'on actionne dès la base, donc au niveau des scolaires, pour que sensibiliser à ce niveau nos écoles, nos universités, pour un changement de comportement. Et il faudrait continuer à multiplier les efforts pour que finalement les gens comprennent que les déchets plastiques, c'est nocif pour la santé, ça pollue l'environnement et les ONG sont dans cette dynamique. Quelles sont les principales actions que vous menez déjà sur le terrain? Oui, déjà sur le terrain, nous avons des associations qui sont dans la sensibilisation, comme je vous disais, la sensibilisation, dans la valorisation des déchets plastiques. Valorisation parce que ça va toujours exister, parce que cette loi, même cette nouvelle loi n'interdit pas tout. Donc il y aura toujours des déchets plastiques qu'il faut valoriser. Et je suis d'accord avec les promoteurs qui sont là. Des associations sont dans ça. Et le SPONG, naturellement, actionne au niveau politique pour que les lois, les textes qu'on prend puissent être appliqués. Et nous veillons à ça. Donc il faut vraiment appliquer les textes, sanctionner s'il le faut. Je crois que la loi a prévu beaucoup de sanctions. Et peut-être que le ministère va revenir là-dessus. Il faut vraiment sanctionner ceux qui ne respectent pas les dispositions de la loi. Donc, les ONG veillent à cela. Donc, promouvoir, aider aussi à accéder à un certain nombre de financements, parce que le défi de l'application de cette loi, c'est le défi économique. Voilà. Donc, ça veut dire que les populations vont devoir payer un peu plus cher pour utiliser les sachets. Donc, il faudrait que des associations, des ONG puissent avoir accès à un certain nombre de financements. Il a parlé tantôt du FIE, le Fonds d'intervention pour l'environnement. Il faut que les FIE multiplient les appels à projets pour que les associations aient accès et pour pouvoir fabriquer des alternatives et les produits moins chers. Voilà. Il faut aussi donc, que le FIE ait beaucoup d'argent, des partenaires de l'État, des partenaires étrangers, pourquoi pas, parce que c'est une cause mondiale. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est beaucoup d'engagement de la part du SPONG, le SPONG qui fait en gros environ 300 organisations, fondations et ONG. Dans ce VTR, nous allons voir concrètement ce que le SPONG fait donc dans le cadre de la lutte contre les impacts environnementaux des emballages et sachets en plastique sur notre santé. Le SPONG est créé en 1974. Et la mission principale, c'est de soutenir l'influence politique et soutenir avec des évidences pour que les gouvernants puissent prendre des décisions et des lois qui puissent être pertinentes avec les attentes des communautés. Face aux veilles
est un programme multi-secteur et multi-acteur, alors qui consiste à aborder les enjeux du Burkina Faso sur 3 dimensions. Et la première dimension pour nous, c'est de renforcer les capacités de plaidoyer des organisations de la société civile dans les régions du centre, du plateau central et du centre nord, afin qu'ils puissent avoir des capacités de plaidoyer pour encourager les gouvernants à adopter des lois et des décrets qui puissent protéger l'environnement et atténuer les effets climatiques. Alors, Faso Vert aussi, c'est une opportunité d'accompagner le ministère de l'Environnement et à ce qu'ils puissent adopter des politiques et des lois qui puissent interdire les sachets et les emballages plastiques afin de pouvoir soutenir l'environnement. Et Faso Vert aussi, c'est aider effectivement ces ministères-là à ce qu'ils puissent valider ces documents afin qu'ils puissent être applicables et rapidement au sein des communautés. Alors, l'aspect de Faso Vert, c'est de renforcer les capacités d'agir des organisations civiles qui agissent sur l'humanitaire. Vous savez, l'humanitaire, c'est aussi un secteur assez spécifique qui demande des compétences, qui comprend des normes et des façons de faire. Donc, c'est aussi les apprendre aussi à parler aux communautés pour qu'ils puissent comprendre qu'en réalité, notre accompagnement n'est pas une façon de soutenir à l'infini, mais c'est de pouvoir aider les gens à se relever aujourd'hui, mais à se relever au travail demain. Donc, Faso Vert, c'est véritablement un projet d'offre de services adéquats qui puisse renforcer la qualité des interventions, impacter les communautés, mais aussi pouvoir rentabiliser l'aide au développement dans les secteurs dont l'environnement, le changement climatique et les systèmes humanitaires. Retour sur ce plateau, Monsieur Philippe Zondi, c'est bien ça. La loi 045 interdit toute production, importation, commercialisation, distribution, tout stockage, toute détention et utilisation des sachets plastiques ici au Burkina Faso. Pensez-vous que les solutions alternatives écologistes que vous proposez, est-ce que vous pensez que tout cela sera facilement accepté par les populations? Ok, merci bien. Au niveau de l'acceptation, c'est vrai que ce n'est pas facile parce que comme le représentant du SPONG l'avait mentionné, c'est une question de coût. Le volet acceptation réside surtout au niveau de l'accessibilité, question financière. Voilà. Parce que les alternatives que nous proposons, certes, sont biodégradables et permettront également d'avoir un impact sur le long terme, mais coûtent légèrement cher. Voilà. Le plus grand frein, c'est un peu à ce niveau. Et pour que les gens se détachent du plastique, ce n'est pas facile, mais nous travaillons à sensibiliser également, et je profite de remercier également le SPONG pour leurs actions, parce que je pense que c'est aussi ça qui permet aux gens de comprendre en fait les enjeux. Voilà. Et ça dépend également du type d'emballage que les distributeurs et les autres promoteurs également proposent aux populations. Voilà. Et je pense que ça doit être beaucoup plus une étude aussi que nous allons mener dans ce sens-là pour comprendre ce que les gens veulent réellement, pour ne pas leur proposer une solution qu'ils ne veulent pas ou qui n'est pas adaptée à leur réalité. Et donc, nous menons des actions terrain de temps en temps également pour questionner nos clients, pour leur demander est-ce que les emballages que nous proposons sont adaptés à leur mode de consommation. Voilà. Et du coup, bon, nous essayons d'adapter au fur et à mesure. Et je pense que, bon, comme nous sommes dans une transition écologique, nous sommes toujours dans ces études-là. Et d'ici là que les gens répondent et réagissent réellement sur leurs besoins en termes d'emballage ou d'alternatives que nous allons proposer. Voilà, je pense que ça devrait aller. Et pensez-vous être en mesure de satisfaire la demande quantitative et qualitative aussi? Bon, pour répondre à cela, je pense que seul, c'est pas possible. Voilà. Et je pense que nombreux sont les acteurs qui sont en train d'emboîter le pas, mais à notre niveau en tout cas, on a assez d'emballage pour disponibiliser pour les gens, et nous travaillons même à en produire plus, et surtout avec les jeunes et les femmes, pour produire des emballages en papier craft, qui est un papier recyclé, et du coup ça permet également de donner de l'emploi aux autres. Et donc plus on est nombreux dans ce domaine-là, plus on va proposer des emballages de qualité et une quantité suffisante pour répondre aux besoins des populations. Monsieur Soulana. Oui, je voulais juste ajouter
je pense qu'on n'aura pas le choix que de permettre aux promoteurs de fabriquer beaucoup plus d'alternatives. Puisqu'il n'y aura plus du plastique à usage unique. En d'autres termes, il n'y aura plus les sachets de 10 francs, 25 francs dans nos boutiques. Donc les promoteurs, et il faudrait que, je vois déjà que il y a beaucoup de promoteurs. Donc les promoteurs c'est une aubaine, c'est un marché qui se crée. Il faudrait qu'ils multiplient la production pour pouvoir satisfaire le marché. À ce niveau, nous pensons qu'il ne devrait pas avoir de problème parce que l'offre crée sa demande. Donc, au niveau des ONG, nous allons soutenir tout simplement la promotion de ces alternatives à travers les sensibilisations, la communication. Il faudrait que les gens arrivent à utiliser ces alternatives-là. Voilà, il faut que les gens comprennent que c'est ça maintenant qu'il faut utiliser. Donc, normalement, ça ouvre un marché pour les promoteurs qui devraient pouvoir écouler leur production. Voilà. Donc, le gouvernement également peut soutenir ces promoteurs-là pour qu'il n'y ait pas un vide au niveau de nos boutiques. Ce qu'il a présenté là, c'est une alternative, c'est bien, parce que ce n'est pas un truc qu'on peut jeter après avoir utilisé pour la première fois. Et donc c'est dans l'esprit de la loi. Voilà. Merci. Monsieur Abou Traoré, la loi sera mise en œuvre, en tout cas à partir du 9 juillet, c'est dans quelques jours, mais je l'ai relevé tantôt, mais dans un contexte où tous les acteurs ne parlent pas d'une même voix. Cette question de micronage, de sachets, pose encore problème au niveau de certains acteurs. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour tenter de rassembler tous les acteurs importants, en tout cas autour de cette cause aussi noble? Par rapport à la question du micronage, c'est vrai que les acteurs tentent de dire que c'est un micronage qui est assez élevé, non seulement pour préemballer l'eau, mais aussi pour les sachets qui ont une taille supérieure ou égale à 44, 78 cm. Et voilà. Et donc, le gouvernement, je pense que c'est autour de la table qu'on va trouver la solution. Mais je sais pas, les choses sont déjà pratiquement pliées, ça figure dans la loi. Est-ce qu'on peut encore faire des propositions en deçà de ce qui est déjà prévu dans la loi? Je m'en doute. Je m'en doute. Donc, et c'est ce que nous avons toujours dit aux acteurs. La loi a été adoptée, il faut faire l'évaluation, puisque c'est juste des moules qu'il faut changer à leur niveau. Il n'y a pas grand-chose. Vous faites cette évaluation, vous faites des propositions à l'administration. L'administration voit avec la hiérarchie et avec les partenaires qui sont là, on voit ce qui est possible. Mais les acteurs, ils ne se sont pas inscrits dans cette dynamique. On a beau parler, mais voilà. On a même demandé cette évaluation. Voilà, ils ne l'ont pas fait. Voilà. Donc, revenu aujourd'hui, vouloir remettre en cause cette question de micronage, non. Et même, au départ, quand on a proposé la loi, sur la question des dimensions, les dimensions étaient plus élevées que ça. Et c'est eux qui ont plaidé à ce qu'on revienne sur des dimensions assez réalistes. Sinon, au départ, quand on a à l'écriture de la loi, nous, on était à 1 mètre sur 1 mètre. Et ça, c'était les sacs poubelles, uniquement qui devaient être autorisés. Même sur la question des eaux préemballées, il n'en était pas question. Voilà. Donc, c'est vraiment suite aux concertations avec les acteurs que nous sommes revenus vraiment à des dimensions raisonnables. Et nous avons estimé que les dimensions qui figurent dans la loi, c'est vraiment ce qui est raisonnable. Parce que les emballages qui vont être mis sur la place du marché, qui respectent donc ce que la loi a dit, ça va être des emballages réutilisables. Donc, et vous ne pouvez pas aller utiliser ça en une seule fois et puis mettre ça en poubelle, ce n'est pas possible. Voilà, donc ça va être réutilisable. À chaque fois, vous allez envoyer ça en boutique. Et puis bon, finalement, ça devient moins cher. Hein? C'est vrai que les gens tentent de mettre
l'accent sur le coût, mais nous, environnementalistes, nous, on ne regarde pas, nous, on regarde le résultat. C'est de débarrasser l'environnement des sachets plastiques. Mais il y a tout de même une trentaine d'industries qui estiment qu'il y a des pertes d'emplois, des pertes d'économie, des projets qui seront tombés dans l'eau. Est-ce que le gouvernement n'est pas sensible à ces préoccupations? Le gouvernement peut être sensible à cette situation s'ils en font une évaluation. Si vous Donc vous attendez leur évaluation? Ils n'ont qu'à faire l'évaluation. S'ils n'arrivent pas à faire l'évaluation, c'est pas... Non. Oui, qu'on nous dise... malheureusement sur ce plateau. Qu'on nous dise clairement... Qu'on nous dise clairement l'adaptation des appareils pour pouvoir produire ce qu'on a arrêté dans la loi, ça va coûter combien? C'est ça. Oui, je pense que le défi posé par les promoteurs, c'est le défi économique dont j'ai tantôt parlé. C'est ça. Parce que ça va les coûter cher dans la production du plastique maintenant. Donc, le micronage, quand la loi interdit la fabrication des sachets dont le micronage est inférieur à 70. Donc, s'il doit fabriquer des sachets dont le micronage est supérieur à 70, ça doit coûter cher. Je crois qu'il faut privilégier la concertation. Il faudrait aussi que les acteurs comprennent que la loi a été votée déjà et promulguée. Moi, c'est la première fois que je vois une loi de mon expérience, hein, voter le 31 et promulguer le 30, voter le 30 et promulguer le 31. Ça veut dire que c'est important pour notre pays. C'est historique. Donc, il faudrait que les acteurs comprennent que sur la question du micronage, à moins de revoir la loi, c'est difficile de revenir sur la question du micronage. Maintenant, c'est de privilégier, nous recommandons de vraiment rentrer en contact avec le gouvernement pour essayer de voir quelles sont les mesures d'accompagnement pour limiter un peu les coûts de production. Voilà, et ça, c'est faisable. Voilà. Donc, je crois que si les gens s'asseyent, ils peuvent trouver un terrain d'entente, comme ce qui avait été prévalu lors donc, de l'adoption de la loi en 2024. Voilà. La loi entre bientôt en vigueur, c'est le 9 juillet prochain. Comment l'État ambitionne-t-il faire respecter les dispositions de cette loi? Merci pour cette question. Par rapport à... Non, ce que je vous ai tantôt dit, on a notre stratégie, nous allons la déployer très incessamment. Mais il n'est pas question qu'on dise, nous allons sortir tel jour pour contrôler. Non. Le contrôle, il est discret, il est à la discrétion des acteurs du contrôle. On va l'organiser, soyez rassurés, le contrôle va être fait. Il va être fait et nous allons faire en sorte que cette loi qui a été adoptée le 30 décembre 2024 soit vraiment appliquée. Il y a des sanctions également pour les récalcitrants. Tout à fait. Il y a des sanctions qui sont prévues et la loi a déjà... C'est vrai que la majorité des sanctions, c'est au niveau des tests d'application, mais les tests d'application suivent leur cours. Donc, on va les introduire pour adoption. Mais déjà, dans la loi, il y a des sanctions qui sont prévues pour non seulement les producteurs et les importateurs. Et si un importateur ou un producteur enfreint à la loi, il peut faire l'objet d'emprisonnement de 6 mois ou bien il peut payer une amende de 5 à 100 millions. Voilà. Donc les montants sont assez... Il y a des sanctions pour les utilisateurs, les citoyens lambda? Les sanctions pour les utilisateurs, ceux qui sont dans la distribution, la commercialisation, mais ça c'est prévu dans les tests d'application. Donc on attend l'adoption des tests d'application pour partager les informations en ligne. Puis des consommateurs? Les consommateurs, ce sont les utilisateurs. C'est bien prévu. Ok. Oui. Allez-y. Je voulais juste ajouter quelque chose. Il faudrait déjà que le gouvernement s'attelle à adopter ces textes qui ont été validés du 1er au 3 juillet. Et ces textes, effectivement, prévoient des sanctions, notamment des contraventions, des amendes contraventionnelles pour des consommateurs qui vont boire de l'eau dans un sachet et puis le jeter comme ça. Il y a des sanctions, des amendes qui sont prévues. Et il y a aussi l'emprisonnement pour les importateurs et les producteurs de sachets plastiques. Donc, il faudrait déjà que le gouvernement adopte les textes très rapidement. Parce que, normalement, ça devrait être fait avant le 9. Mais bon, par la force des choses, ça va être fait après le 9. Mais
Il faudrait que ça vienne rapidement pour que le contrôle soit fait efficacement sur le terrain et pour que les sanctions suivent. Donc, au niveau du SPONG, nous allons toujours veiller à ce que ces textes d'application-là soient effectivement appliqués sur le terrain, cette loi soit appliquée, et il ne faut pas que ce soit comme la loi 017. La loi 017, en réalité, c'est vrai, il y a la question de la biologie, mais il faudrait appliquer réellement les textes pour qu'on voit ce que ça donne. Donc, voilà un peu. Merci, M. Zoungrana. Alors, le débat se mène ici sur le plateau. Il se mène également sur la toile, sur les réseaux sociaux, où des informations qui ne sont pas totalement justes, qu'on qualifierait de fake news, sont distillées, comme notamment certains auteurs qui affirment que 30% des mortalités du cheptel burkinabé sont liées aux déchets plastiques. Alors, notre partenaire FASOCHEC a tenté de déconstruire cette information tout en insistant sur le risque, en tout cas sanitaire, lié aux déchets plastiques chez les animaux. On regarde et on revient. Ce fameux chiffre de 30% de taux de mortalité du cheptel burkinabé lié aux sachets plastiques, on l'entend encore. Il a été récemment cité par le ministre de l'Administration territoriale, Émile Zerbo. C'était à Kaya, dans la région du Centre-Nord, lors de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin 2025. Mais ce chiffre, il n'est pas nouveau et surtout, aucune preuve ne le soutient. Il remonte en réalité, tenez-vous bien, à l'an 2000. Brahma Barou, étudiant en ingénierie du développement rural à l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso, travaille sur son mémoire. Il travaille sur les risques d'exposition des animaux aux sachets plastiques dans la ville de Bobo-Dioulasso. Et pour ses enquêtes, il inspecte les panses de plus de 6500 animaux abattus à Bobo-Dioulasso et recueille les témoignages de 46 éleveurs. Il conclut que 28,6% des petits ruminants et 28,9% des bovins abattus avaient du sachet plastique dans la panse, avec une plus grande proportion pour les animaux provenant de la ville, 30,4% contre 28,21% en milieu rural. 86% des éleveurs interrogés ont aussi affirmé avoir perdu des bêtes à cause des sachets plastiques. Mais attention, il ne s'agit là que d'une étude locale vieille de 25 ans et qui ne conclut qu'à la présence de sachets plastiques dans la panse d'animaux abattus, les sachets n'étant pas ici la cause de la mortalité. Mais le chiffre a ensuite été repris en 2014 dans une campagne du ministère de l'Environnement pour soutenir un projet de loi anti-plastique. Et c'est l'une des affiches qui a servi de source en 2022 à Roger Barreau, à l'époque directeur de la prévention des pollutions et des risques environnementaux. En 2021, une autre étude avait suivi un schéma similaire à Dori sur 600 animaux, 30% de bœufs, 31,5% des moutons et 23% des chèvres avaient des sachets plastiques dans le ventre après abattage. Là aussi, les sachets plastiques ne sont pas la cause de mortalité de ces animaux. La vérification de FASOCHEC avait conclu donc que le chiffre était non seulement non prouvé, mais aussi sorti de son contexte. Du côté des sources officielles, l'enquête nationale sur le cheptel de 2018 mentionne que les principales causes de mortalité du cheptel burkinabé sont les maladies suivantes: pasteurellose, péripneumonie contagieuse, fièvre afteuse chez les bovins, c'est-à-dire les bœufs, peste et clavelée chez les petits ruminants, chèvres et moutons, et Newcastle et grippe aviaire pour la volaille. Et aucune mention du sachet plastique comme cause principale de mortalité. Nous n'avons malheureusement pas obtenu de chiffres plus récents que cela. Pour autant, ces emballages plastiques devenus partie intégrante du quotidien des Burkinabés sont bien un danger pour les animaux. Une fois ingérés, ils s'accumulent dans leurs panses et les empêchent d'ingurgiter en quantité les aliments nécessaires. Cela peut provoquer chez eux une perte de poids, voire la mort, a expliqué le docteur vétérinaire Adama Maïga à FASOCHEC. Depuis fin 2024, il est important de le noter, la loi a été durcie au Burkina. Tous les sachets plastiques à usage unique sont désormais interdits et les contrevenants risquent jusqu'à 5 ans de prison et 100 millions de francs CFA d'amende. Nous sommes de retour sur ce plateau. Réaction rapide, 30 secondes chacun sur ce que vous venez de suivre. Je commence par M. Zoungrana. Ok, merci. Effectivement, nous voyons un peu dans certaines publications le taux de 30% du cheptel qui est décimé à cause du plastique. Mais effectivement, nous n'avons pas effectivement de preuves pour
Il n'y a pas de preuves, je n'ai pas encore vu les preuves pour pouvoir attester Mais ça. cela ne veut pas dire que le phénomène n'est pas réel. Le phénomène est réel. Comme les bêtes meurent à cause du plastique, mais le chiffre 30%, nous le voyons également comme ça. Nous sommes prudents dans l'utilisation de ces chiffres-là. Merci. Et rapidement, M. Zondi. Ok. Pour ma part, je pense que c'est vraiment relatif et ça dépend beaucoup de certaines zones. Par exemple, je pourrais dire que peut-être à Ouagadougou ou dans les grandes villes urbaines où les sachets sont utilisés en plus grande masse, c'est possible, entre griffes, que les sachets soient des causes de mortalité de certains animaux. Mais dans certaines campagnes, bon, ça va toujours un peu. Et bon, je pense que je n'ai pas trop grand-chose à dire là-dessus. Merci. Rapidement, M. Abou. Oui, merci. Je pense que c'est comme le Spong l'a dit, c'est un chiffre qui a beaucoup circulé. Nous-mêmes, on l'a vu, on l'a utilisé par moment. Mais effectivement, la question de la source pose problème. Je pense que le journaliste a d'ailleurs bien fait. C'était une étude conduite par un étudiant à Bobo-Dioulasso. Et donc, c'était sur une zone bien circonscrite. Bon, là, on ne peut pas généraliser sur le territoire national. Voilà. Donc, bon, je pense que finalement, il faut qu'on conduise une étude sur cet aspect-là. Sinon, le phénomène... Pour lever tout équivoque. Pour lever tout équivoque. C'est réel. Les animaux ingèrent le plastique, il ne peut pas se dégrader, et se stocke. Finalement, l'animal meurt par étouffement. Voilà. Donc, c'est un fait qui est réel, mais il faut qu'on arrive à trouver un chiffre pour coller à la réalité, quoi. Voilà, merci. Astrid. Razak, nous allons nous tourner à présent vers le public. Si vous avez une question, une suggestion ou un apport, vous vous présentez, vous vous levez, vous vous présentez et puis voilà, vous apportez votre question ou bien votre suggestion. Mesdames, Messieurs, je rappelle que notre public de ce soir est composé des membres du SPONG et du personnel de la Fondation Hirondelle. On commence par la droite. Des questions, des commentaires, allez-y, la parole. À qui veut la prendre? Ok, merci. Moi, je suis Traoré Daouda. Je suis expert en suivi-évaluation au SPONG. Je ne vais pas rentrer dans les formalités d'usage des remerciements. Je vais aller directement à ma question. Ma question s'adresse directement à M. Zondi. Félicitations pour votre initiative. Je crois que l'ensemble des initiatives entrant dans ce sens doit être un peu recadré. Et quand je dis recadré, je pense qu'il y a l'ABNORM qui est là pour ça. Alors, je voulais voir quelle est votre connexion avec l'ABNORM. En même temps, aussi élargir la question à M. Traoré Abou pour dire que, comme M. Zongrana l'a si bien dit, c'est un nouveau marché qui se crée. Alors, il faut avoir un peu l'œil sur ce marché. Quels sont les dispositifs que vous avez mis en œuvre actuellement ou que vous prévoyez de mettre en œuvre pour pouvoir effectivement bien régulariser cette situation pour ne pas avoir effectivement des privés qui vont se lancer dans ce domaine sans forcément avoir des normes, sans forcément collaborer avec les structures de normalisation. Merci. Merci beaucoup, Daouda Traoré du SPONG, pour ces questions pertinentes. On commence par M. Zoundi. Une question vous est adressée. Allez-y pour la réponse. Merci. Monsieur demandait à savoir quelle était notre connexion avec l'ABNORM. À ce niveau, je dirais que l'ABNORM, de façon générale, même intervient au niveau des importations pour certains emballages qui entrent ou pour certains matériaux même qui rentrent déjà à notre niveau. Et donc, concrètement, pour dire que les producteurs ou les promoteurs d'emballages ont un lien direct avec l'ABNORM, ce serait un peu compliqué. Mais au niveau pour la production de certains emballages, nous avons besoin de certaines analyses également de l'ABNORM pour valider la biodégradabilité des matériaux que nous utilisons pour la production des emballages. Voilà. Mais je pense que l'ABNORM est beaucoup plus... intervient également aussi au niveau du contrôle de ce qui entre et pour permettre également d'avoir à notre niveau des matériaux qui respectent déjà les normes de production. C'est peut-être aussi une suggestion aux fêtières ou aux structures comme la vôtre de vous approcher de l'ABNORM parce que officiellement c'est l'acteur en tout cas national qui doit un peu lier, définir la norme en la matière, notamment en matière environnementale. Exact. Merci pour votre commentaire, suggestion, question. Maintenant, à vous, M. Abou Traoré, la deuxième question vous est adressée. Oui, merci.
à l'intervenant pour cette question d'une importance capitale. Hein. Je pense qu'elle est relative aux dispositions à prendre pour éviter une cacophonie dans le marché des alternatives, c'est ça. Et non, je pense que nous travaillons avec un acteur assez organisé, le Fonds d'intervention pour l'environnement. C'est un fonds, il y a vraiment des règles. Et les techniciens y sont, techniciens économiques, techniciens en environnement, et toutes les productions vont passer dans les mailles pour être bien regardées. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, s'il y a la nécessité que la production puisse être accompagnée d'une réglementation, on va aller également dans ce sens-là, voilà, pour cadrer les choses. Réaction, M. Zungrana, également. Par rapport aux normes, là, la loi même a prévu une disposition concernant les normes. Je crois que ça va être encadré. Et la loi a prévu que des normes de sachets qui sont autorisés, et le gouvernement puisse disposer de ces normes-là, mettre à la disposition des promoteurs pour que ces promoteurs les respectent. Puisqu'il y avait un canevas de travail à leur niveau également. Exactement. Merci M. Zungrana pour votre apport. D'autres questions toujours? Allez-y. Je suis Fatou Ouedraogo de la Fondation Hirondelle. Ma question s'adresse au ministère et au SPON. Est-ce que dans vos sensibilisations, vous avez tenu compte des associations féminines? Parce qu'on voit que les femmes qui vont au marché, avant, nos grands-mamans, nos mamans, elles partaient avec des paniers ou bien des calebasses même pour faire les achats. Maintenant, nous, on s'est dit, femmes modernes, on part bras ballants, on revient avec beaucoup de sachets. Est-ce que vous avez sensibilisé les femmes? Merci. Fatou Ouedraogo de la Fondation Hirondelle à Traoré. La question est précise. Quelle est la place, en tout cas, de la femme dans la stratégie, on va dire, nationale, en tout cas de sensibilisation pour une mise en œuvre réussie de cette loi? Merci à Madame pour cette question. Je pense que la femme est au cœur de nos sensibilisations. Hein. Et nous avons mené beaucoup de campagnes de sensibilisation au niveau des marchés. En tout cas, pour ce qui est des marchés de Ouagadougou, les gens ont été largement sensibilisés sur les emballages à utiliser. Voilà, donc la femme occupe vraiment une place importante. Et lors des opérations de salubrité, pour la plupart, ce sont les femmes qui sont les plus nombreuses. Hein. Voilà. Et donc, on a toujours présenté les alternatives et leur expliqué le bien fondé de la loi, le fait de ne pas utiliser les sachets plastiques. Voilà. Donc, je pense que la femme est au cœur de nos... Oui, mais est-ce que institutionnellement, formellement, il y a des groupements, des OSC, des associations constituées de femmes où formellement on essaie d'identifier le rôle de chacune d'elles? Oui. Le rôle de chacune d'elles, leur rôle est connu. Pour la plupart des femmes qui sont organisées en association, elles sont dans la collecte et la valorisation du plastique. Voilà, il y a quand vous prenez le groupe de relance Gafré, qui est à Bougou-Dioulasso, donc c'est assez actif sur le terrain. Assez actif sur le terrain, c'est uniquement des femmes. Donc elles bénéficient de temps à autre des sensibilisations sur les effets du plastique. D'accord, merci Abou Traoré. D'autres questions par là? Sinon nous allons basculer tout de suite à ma gauche. La parole à qui veut la prendre? Allez-y, madame. Présentez-vous et allez-y pour votre commentaire, suggestion ou question. Merci. Je suis madame Bansé, chargée de programme du SPON. Et je pense que vraiment sur le plateau, on a eu beaucoup d'informations. Mais je me mets un peu à la place du citoyen lambda pour poser une question dont peut-être j'ai la réponse. À partir du 9 juillet, concrètement, dans le petit marché d'un petit village, le boutiquier qui a son stock de sachets qu'il est en train de vendre, ou la femme qui a son stock de sachets pour attacher son sel et son piment, etc. Qu'adviendra-t-il de ces deux-là?
en fait, je me mets à la place du citoyen lambda pour poser la question. Pertinente. Voilà, merci. Et en même temps, une deuxième question à M. Traoré. On voit que la question du péril plastique touche beaucoup de secteurs ministériels, dont la santé, l'eau, hygiène, assainissement, l'environnement, etc. Est-ce que dans leur stratégie de communication, après l'adoption de cette loi-là, ces différents ministères ont été partie prenante de ces stratégies-là pour pouvoir sensibiliser? Parce que s'il y en a qui pensent que ça n'a même pas d'effet sur l'environnement, il y en a qui pensent que ça n'a pas d'effet sur la santé. Bon, il y a des aspects comme l'utilisation des sachets pour emballer nos repas chauds ou pour mettre nos repas à la vapeur, comme le gonré, le gnoro qu'on aime bien manger lors des différentes fêtes. Qu'est-ce que les différents ministères font ensemble afin qu'on puisse éradiquer ce mal-là? Merci. Merci beaucoup, Madame Bansé, pour votre question. Allez-y, Monsieur Traoré. Merci pour cette question. Donc, à la première question relative au 9 juillet, je pense que ce domaine-là, il est régi par les tests d'application. Voilà. C'est un peu la question des plastiques, plastiques alimentaires. Et quand vous regardez dans la loi, notamment l'article 7, dit que les emballages en plastique devaient être produits, importés ou commercialisés au profit des industriels. Voilà, l'article là, on peut peut-être revenir là-dessus. Allez-y rapidement. Voilà. Et les emballages en plastique produits localement ou importés en vue du conditionnement direct des produits industriels ou manufacturés sont autorisés, mais au profit des entreprises industrielles. Donc, je pense que la disposition est assez claire. Donc, nos mamans qui conditionnent le plastique dans des sachets blancs, la question de la glace, la loi n'a pas véritablement, je vais être clair, la loi n'a pas véritablement abordé cette question. Donc, le plastique qui est autorisé, c'est celui qui est produit localement ou importé en vue du conditionnement direct des produits manufacturés ou industriels, mais c'est au profit des industriels. Ça veut dire quoi concrètement? Que si par exemple Sosico a besoin d'un emballage pour emballer son sucre, il peut voir avec un acteur, un importateur, donc il va importer et mettre à la disposition de la Sosico. C'est ça. Mais je pense que la question de Mme Bansé, elle va peut-être repréciser sa question si le micro est à côté. Sa question, je l'ai très bien comprise. OK. Oui, oui. Mais c'est ce que j'ai dit. La loi n'a pas abordé. Vous voyez, les emballages et sachets plastiques qui sont produits localement ou importés doivent être au profit des industriels. Et non pour le conditionnement des arachides, du piment. Oui. Il faut qu'on trouve peut-être d'autres façons de faire. Alors, en gros... Donc, de mon point de vue, hein, ça c'est un peu mon interprétation de la loi. Il faut peut-être qu'on progresse, que par exemple, si on prend par exemple le cas de la glace, les sachets blancs ou transparents qu'on voit, quand on l'ouvre, d'abord il y a le sachet qui est ouvert, il y a l'eau qui est ouverte, qui n'est pas totalement couverte. Donc quand on enlève, on met. Ça veut dire qu'il y a des questions hygiéniques qui se posent. Oui. Et de façon... Donc, c'est des pratiques du point de vue environnement, on va dire que ce n'est pas hygiénique. Donc, c'est des pratiques qu'on devrait abandonner. Si je veux conditionner, si je veux avoir de la glace, je paye l'eau préemballée d'une société, je prends, je mets, ça devient de la glace, je commercialise. Alors, si moi je comprends bien... On peut jouer sur le coût. Si moi je comprends bien, à la lumière de ce que vous dites et sa question, oui, c'est que pour parler terre à terre, pour nos téléspectateurs,
la nouvelle loi qui va entrer en vigueur à partir du 9 juillet n'a rien prévu pour nos mamans au marché, pour la grand-mère qui a prévu de découper des petits sachets pour vendre son sel, je ne sais pas moi, ses piments et autres. La loi n'a pas statué sur le quotidien de ces acteurs-là, autrement dit. Autrement dit. Et en attendant, il continue? Bon, si la loi n'a rien dit, ben, allez-y, Monsieur Zungrana. Ayant participé à l'élaboration du projet de loi et même des textes d'application, en réalité, il faut dire clairement les choses. C'est interdit tous les sachets à usage unique. La présente loi interdit tous les sachets à usage unique. Donc, si le sachet de la grand-mère est à usage unique, la loi c'est interdit. C'est interdit tous les sachets qu'on ne peut pas tracer. C'est-à-dire, quand vous prenez le plastique, on ne sait pas ça vient d'où. C'est interdit. Donc c'est interdit. Il faut être clair. Les sachets noirs là, on ne sait pas qui a fabriqué. Quand vous regardez, il n'y a pas... La loi interdit tout ça, désormais. Donc, si on voit le sachet blanc, normalement, ça doit être interdit, puisque après avoir bu l'eau, il faut jeter. Voilà, donc la loi dit la détention ou l'utilisation des sachets et emballages en plastique à usage unique ou jetable, c'est interdit. Maintenant, ce qui est autorisé, comme il a dit, c'est les sachets et emballages en plastique produits localement. Si c'est produit localement, eux, ils peuvent tracer. C'est-à-dire, on sait qui a produit. Donc, si un promoteur burkinabé a produit un sachet, il est obligé de mettre que c'est moi qui ai produit. Donc, la gestion des déchets ne posera plus de problème parce que lui, la loi prévoit que s'il y a des déchets après, c'est lui qui doit gérer ça. Voilà. Donc, les sachets qu'on prend et puis on ne sait pas c'est qui a produit et que ça usage unique, c'est interdit. Donc, il n'y a pas d'amalgame. Maintenant, après le 9 juillet, il faudrait que les textes d'application viennent clarifier tout ça. Voilà. Donc, en l'absence des textes d'application qui ont été validés d'ailleurs, il faudrait peut-être temporiser pour le gouvernement. Sinon, normalement, prévoir peut-être une période moratoire, peut-être. En réalité, les 6 mois que les députés ont donné au gouvernement, c'était pour pouvoir permettre aux acteurs aussi de pouvoir écouler les stocks. Les 6 mois-là. Sinon, la loi... je vous assure que l'information n'a pas été perçue comme ça dans le marché. Loi a été votée, ça, je peux vous le témoigner. La loi a été votée le 30 décembre, promulguée le 31, et les députés ont donné 6 mois jusqu'au 9 juillet. En réalité, c'est pour que ceux qui ont des stocks, les anciens stocks, puissent pouvoir les vider. Voilà. Maintenant, et puis, à partir du 9, ça doit rentrer en vigueur. Normalement, à partir du 9, s'il y a les textes d'application, on ne devrait pas voir les sachets usage unique dans la place publique. Si quelqu'un jette un sachet comme ça, on doit l'attraper, on doit le verbaliser, normalement. En principe. En principe. D'accord. Est-ce que votre question a été répondue entièrement? Merci. D'autres questions par là? Allez-y, madame, présentez-vous. Moi, c'est madame Zundi Honorine. Et je suis... Je produis du lait, je transforme. Je voudrais savoir, le lait frais que nous vendons aux alimentations, est-ce que ces sachets de lait sont interdits, oui ou non? Celles interdites, donnez-nous comment nous allons parler à cela. Nous allons utiliser des bouteilles ou qu'est-ce que nous allons utiliser pour le vendre? Et si nous allons utiliser les bouteilles, je crois que le citoyen lambda qui est là ne pourra pas l'acheter parce qu'elle devient chère. Alors que ce qu'aujourd'hui, là, nous voulons que tout le monde, le citoyen lambda, puisse boire du lait, pas du lait en poudre fabriqué par l'extérieur, mais ce qui est fabriqué au Burkina, consommons burkinabé. Voilà. Je voudrais savoir si oui ou non c'est interdit. Merci beaucoup à Mme Honorine Zondi pour votre question. Je pense que c'est une question qui peut s'adresser à tous les trois, mais on commence par Abou Traoré. Merci à l'intervenant pour cette question. Je pense que pour le lait, il faut s'assurer que c'est une unité industrielle. Si c'est une unité industrielle,
il n'y a aucun souci, c'est un emballage autorisé. Maintenant, peut-être le conseil qu'on va vous donner, il faudra que vous revoyiez le micronage de vos emballages. Donc, le micronage doit être assez élevé, donc il faut l'amener à 70 microns. C'est bon. Parce que ça, c'est un emballage primaire. Mais ça ne dépend plus de la productrice, par exemple, de lait. Parce qu'elle ne va pas produire le sachet. Elle est censée en acheter. Non, ils sont en étroit lien avec les producteurs. OK. Voilà. Et c'est ce que l'article 7 a dit. Les responsabilités sont engagées. Sont engagées, oui, tout à fait. Puisque c'est eux qui sont... C'est avec eux, voilà, nous, on voit le sachet. Donc, c'est de communiquer avec leurs importateurs, donc leurs fabricants, pour qu'ils augmentent le micronage de leur emballage. Voilà. Donc, madame, ne soyez pas inquiets, c'est un emballage primaire pour le conditionnement direct du lait. C'est une unité industrielle, il n'y a aucun souci. Allez-y. Je voulais juste ajouter à ce qu'il a dit. Effectivement, comme c'est une unité industrielle au Burkina, dans l'esprit de la loi, les emballages qui vont être utilisés par cette unité industrielle-là, c'est autorisé. Donc, il y a une disposition qui dit que tout ce qui est produit localement sont autorisés à des fins industrielles. Et donc, comme c'est une unité industrielle, ça va être... Donc, ça veut dire que son importateur ou son producteur de plastique, de son emballage, doit avoir les autorisations pour lui livrer ces emballages-là pour qu'il conditionne son lait. Et ça doit respecter normalement effectivement les dispositions de la loi, les micronages, ainsi de suite. Maintenant, une précision, là, la taille des 44 sur 78 n'est pas obligatoire. Tout à fait. Madame Zondi, c'est bon pour vous? D'autres questions par là? Sinon, ça sera tout pour ce soir. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Tout est clair pour tout le monde? Alors, mesdames et messieurs, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis partout au Burkina Faso. Merci et à très bientôt pour d'autres numéros de Faso Veille. Bonsoir. Ressources naturelles, Agriculture et élevage. droits humains, Cohésion sociale. corruption, Sécurité. devoir de rédivabilité. Bonne gouvernance. Ressources naturelles, Agriculture et élevage. droits humains, Cohésion sociale. corruption, Sécurité. devoir de rédivabilité. Bonne gouvernance. Ressources naturelles, Agriculture et élevage. droits humains, Cohésion sociale. corruption, Sécurité. devoir de rédivabilité. Bonne gouvernance. Ressources naturelles,